Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va ouvrir, on va tourner des pages avec Kossoum Libou. C'est dans Cosmo Réunionnais. On peut lui demander si elle est à la page, forcément, mais on va la mettre à la une. Bonsoir Kossoum Libou. Bonsoir Gismi. Et bonsoir Emmanuel Jeanvin. Bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui on reçoit Emmanuel Jeanvin et l'ensemble de ses œuvres, parce que dramaturge, romancier, nouvelliste, et donc encore d'autres écrits qui vont arriver. Vous avez écrit des opéras. Oui. Voilà. Et puis des romans, j'en ai vu 2, mais j'ai vu beaucoup de nouvelles aussi, notamment dans Cagnard. Notamment dans Cagnard. Et donc, vous étiez au départ psychologue scolaire, c'est ça, quand vous arrivez, avant votre écriture? Ah non, pas scolaire, clinicien. Ah, clinicien. Les hôpitaux psychiatriques et maisons de redressement, des choses comme ça. Ah d'accord. Oui. Je crois que c'était scolaire. Maladie mentale, donc... c'est du lourd. Oui, c'est un métier qui est très très lourd, hein, comme les éducateurs spécialisés, tout ce milieu-là, on ne se rend pas compte, ceux qui s'occupent un peu partie des handicapés, mais pas forcément, ou des gens qui sont pas en marge de la société. Mais c'est une bonne école pour comprendre l'humanité. Et donc après, vous écrivez... Une parenthèse, avec le contexte Covid, depuis 2 ans, je crois qu'ils vont avoir besoin de psychothérapeutes là, pour pouvoir essayer d'effacer un petit peu tout ça. Oui, l'État a pris des bonnes résolutions. Je crois qu'avec la sécurité sociale, ça devient remboursable. Oui. L'appui psychologique. 2 rendez-vous, je crois, par an. Au moins, voilà. Ouais. Et donc c'est pas mal parce que, les choses s'aggravent avec l'Ukraine. Donc les gens, et surtout les jeunes, sont très, très angoissés en ce moment. Ouais. Et alors votre écriture, donc vous êtes cofondateur du Théâtre Vollard, et cette coécriture, elle se fait comment? Vous avez déjà écrit pendant que vous travailliez, ou vous avez attendu la retraite pour écrire? À quel moment? Non, j'ai commencé très tôt à écrire du théâtre. Bon, j'ai commencé par mon premier travail, ça a été de faire une traduction d'Aristophane. Et donc, mais bon, c'était quand j'étais à l'université. Et ensuite, à La Réunion, j'ai commencé en 1980 par écrire des petites pièces de théâtre en créole, justement. Que, curieusement, mes premiers écrits sont en créole, alors que je suis oreille. Hein. Et donc, mais bon, voilà, je ne suis pas le premier ni le dernier à faire ça. Et ma première grande pièce, vraiment un peu ambitieuse, ça a été Marie-Décembre en 1980. Donc j'écris depuis à peu près une par an, depuis cette période, oui. Ben oui, puisque le Théâtre Vollard est quand même connu. On a beaucoup de comédiens qui sont passés et qui réussissent aussi à partir de là, qui jouent un peu partout. Et ensuite, les nouvelles avec Cagnard. Alors Cagnard, on démarre beaucoup plus tardivement, hein, avec André Pangrani, qui était l'ancien président du Théâtre Vollard, donc il était parti vivre à Paris, et c'est à Paris qu'il a lancé cette revue, qui est une revue réunionnaise, hein, de littérature. Et donc, puis il a fait appel, aux copains, gens qui connaissaient, dont moi. Et donc, j'étais pas a priori appelé à faire ce genre de travail. Je l'ai fait pour lui filer un coup de main, d'ailleurs. Et puis, je me suis aperçu que dès la première nouvelle, je me faisais un petit public. Enfin, il y avait les gens, ils aimaient ce que je faisais. Et depuis, j'ai pu arrêter, donc on en est à numéro 9. Ça va être un petit peu un peu malicieux ma question, mais d'avoir ce recul de psychothérapeute, ça aide dans l'écriture. Oui, je crois que, et puis là on a quand même une solide formation, mais j'ai un intérêt aussi pour l'histoire et la politique. Ce qui fait que l'aspect de la psychologie, oui, c'est important, puisque tout ce qui est un peu... moi, je pense que la relation entre le metteur en scène et l'acteur, c'est une relation de type psychanalytique, quoi. Hein. Je pense ça. Oui. Et donc ça aide quand on écrit. Et puis on parle aussi de psychanalyse des peuples. Hein. C'est-à-dire que quand on écrit du théâtre, on écrit aussi pour tout le monde, hein, pour les gens, pour un public. Hein, et c'est important, ça. Parce que déjà, l'écrivain en lui-même, il est un peu psychologue, parce qu'il doit quand même essayer
qu'est-ce qu'il va provoquer comme émotion chez le lecteur ou la lectrice. Et l'inverse, puisque je me suis aperçu, moi je faisais à tour de bras des rapports psychologiques, hein, c'était un peu mon boulot, à l'APK, etc. Je faisais et puis je me suis aperçu, donc on écrivait beaucoup. Donc l'apprentissage de l'écriture aussi, pour moi, il a été dans ces fameux rapports psychologiques. Mais puis je me suis écarté. À la fin, j'écrivais quasiment des romans sur les gens, ce qui n'était pas très honnête, si vous voulez. Et donc c'est à ce moment-là que je suis passé au théâtre complètement, en me disant bon, je vais pas non plus. Je suis plus trop scientifique, hein, et donc mais je me suis aperçu que j'écrivais sur les gens, j'étais assez poète, et donc voilà, je me contentais pas de faire des tests et puis de donner des voilà. Après, le peuple, on parle de gens, vous écrivez énormément sur les rayonnés, sur les Mahorais, sur les Malgaches, en fait tout ce peuple-là des Mascareignes. À chaque fois, dans des nouvelles ou à un moment donné, on a toujours une confrontation de ces peuples, que ce soit avec Bob Denard, qu'on a vu aussi dans quelques-unes de vos nouvelles, avec ce qui se passe à Madagascar. En fait, là, il y a le livre, hein, Roch Sakai. Roch Sakai, évidemment, parce que Roch Sakai raconte l'histoire de ce jeune et puis de cet amour qu'ils ont entre les deux et qui fait le va-et-vient entre la Réunion pour aller récupérer cette jeune fille que son cœur a laissé là-bas quelque part. Quoi. Je vais un peu décevoir les gens. Pour moi, qui qu'on soit sur Terre, on est pareil. C'est le même. Mais depuis très longtemps, puisque ce qui m'a un peu ouvert l'esprit, c'est quand des ethnologues qui ont étudié des tribus dites très arriérées, notamment à Bornéo, à l'âge de pierre, puisqu'il y a encore sur Terre des tribus de l'âge de pierre, il disait que c'était des gens comme nous, ils se bagarraient entre eux, il y avait des ladis-la-fée, c'était la bagarre entre le chef, le religieux, le patron, les gens se jalousaient, ils se piquaient les pierres, et moi je pense que l'être humain, bon, on le sait maintenant que l'ADN est le même à 99,999, et donc j'accorde de l'importance à la culture, bien sûr, mais peut-être moins que certains. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, c'est un peu le destin un peu individuel des personnes qui, pour moi, sont mues par les mêmes... la singularité. Pas toujours des belles choses, d'ailleurs. On le voit, ne serait-ce qu'avec les rois, que ce soit Zélindor, que ce soit Bahal, ce sont des esclaves qui sont échappés avec une tribu. Et on voit que c'était des rois. Hein, je veux dire, on calque les mêmes modèles de société. Il y a toujours un qui dirige, un patron. Oui. Et puis il y a des jalousies. Hein. Il y a ceux qui sont plus forts que les autres. Il y a ceux qui sont plus beaux que les autres. Et donc tout ça, ça crée un univers social qui est en fait, ça c'est le matériel du théâtre. Hein. Et quand on regarde l'histoire de Louis Payen, quand il arrive à La Réunion en 1863, la bataille qu'il y a pour 3 femmes. On voit que la volonté d'acquérir quelque chose, de conquérir quelque chose et de posséder, c'est ça qui sème le trouble entre les hommes. Enfin, les blancs et les oui, tout à fait. Alors, vous continuez après à écrire pour l'Indigo, pour la revue Lettres de Lémurie. Oui. Et après, Sabena arrive, cette histoire sanglante qui se passe à Machinga, à Madagascar, où on massacre des Comoriens. Oui. Donc j'ai voulu mettre un peu le projecteur sur les Comores, Mayotte et puis le nord de Madagascar, par rapport à ce que je faisais avant. Ça a été une découverte d'un pays pour moi. Hein. Madagascar, les Comores. Plutôt les Comores. Madagascar, je connaissais. Mais pour moi, les Comores, ça a été une découverte. Je connaissais Mayotte, puisqu'on avait fait une tournée avec Volard, hein, il y avait très longtemps d'ailleurs. Au moment du push de Denard, d'ailleurs, je me suis aperçu de ça en écrivant. Bon sang, j'étais là, et j'ai rien vu, puisque souvent on est aveugle hein, de notre environnement, et j'avais pas les éléments pour comprendre à ce moment-là. Et donc j'ai trouvé que l'île d'Anjouan est très très belle, c'est une beauté à couper le souffle.
Et toute cette population, cet archipel des Comores, dans lequel il y a Mayotte, est tout à fait intéressant parce que c'est un lieu de confrontation, de voyage. Sont des commerçants et des voyageurs. Hein. Ouais. Voilà. Et donc moi, quand j'écris, par exemple un roman, j'aime bien mettre le projecteur sur quelque chose que je ne connais pas forcément, ce qui m'oblige à m'intéresser, si vous voulez, au milieu et à voilà. Avoir un regard neuf aussi peut-être sur une situation politique, parce que bon, quand même. Alors là, il y a bon. Évidemment, il faut lire beaucoup, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui sont écrites sur Bob Denard. Il y a 5 ou 6 bouquins. Hein. Sa fille est psychanalyste, d'ailleurs. Oh, d'ailleurs. Je pense qu'elle. Je savais pas. J'ai essayé de la rencontrer, je suis pas arrivé. Et donc, on fait des recherches comme ça. J'aime bien aussi aller voir les gens. Pour Majunga, et puis je suis allé interroger les rescapés des massacres, hein, des deux côtés, hein, des victimes et des bourreaux, et ça m'intéressait d'aller voir des gens qui sont maintenant un peu âgés, mais enfin parce que ça a eu lieu en 1977, mais je voulais avoir moi mon propre sentiment, mon propre rapport, quoi. Bien sûr. Donc ensuite, ça fait. Je veux juste revenir sur Sabena. Quelque part, on a caché beaucoup la vérité parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations non plus sur cet événement-là, ce qui est passé à Majunga, comment les 3000 Comoriens ont pu être rapatriés aux Comores. Ça s'est fait un petit peu en missouk, et les cadavres ont été cachés en tout cas. Ça s'est su en France, mais moi je l'ai lu dans le journal Le Monde. J'étais étudiant, je me suis rappelé de ça plus tard. Je l'ai lu dans un train. Je rentrais, j'allais au boulot, et je me rappelle que j'ai lu, mais parce que j'ai la famille malgache, donc à chaque fois il y avait un truc sur Madagascar dans Le Monde, je lisais, quoi. Hein. Et là j'ai lu ça et je me suis interrogé parce que c'était donc avant l'histoire des Hutus et des Tutsis, hein, au Rwanda, et on comprenait pas. On ne comprenait pas comment, à Madagascar, des gens d'ethnies différentes s'étaient battus, quoi, et de manière très sanglante. D'ordinaire, c'était la faute du blanc, c'était la faute du colonialiste. Là, la France le pays était indépendant, et on ouvrait enfin, je veux dire, la dépendance ne pouvait pas tout résoudre, et on ouvrait le placard, et puis dedans, il y avait plein de choses, et donc, je m'en suis arrêté là. C'est seulement après, quand j'ai commencé à écrire, que je suis allé, qu'il n'y a pas 36 bouquins, il n'y a qu'un seul livre c'est un livre sur des langues orientales à Paris, et c'est avec des sociologues qui ont recueilli les témoignages des gens aussi. Et donc en fait, il y a que ce bouquin-là. Et depuis que j'ai écrit Sabena, il y a 2 autres bouquins sur les Sabena qui sont sortis. Hein. Oui. Donc c'est pas à la mode, mais disons que voilà, ça a eu cet intérêt-là. C'est une autre vérité ou c'est les mêmes éléments? Disons que j'ai appris 2-3 trucs que j'aurais aimé avoir quand j'ai écrit mon bouquin. Oui. Mais ce sont un peu des détails, hein, puisque tout le monde écrit à peu près, maintenant à peu près la même histoire. Hein. La même histoire. Oui. Et puis, le peuple malgache a une réputation d'être des pacifistes, des gens gentils et doux, mais c'est vrai que quand on ouvre les placards, on trouve des choses, hein, comme ce qui s'est passé dans le sud, quelques années, les ethnies se sont mis dessus pour des vols de zébus. Que le peuple malgache soit un peuple paisible, c'est un fait, mais il y a des moments où les événements font que même le plus paisible être humain peut devenir un guerrier. Ah mais excusez-moi, l'être humain est le même partout. Ouais. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que souvenez-vous du Liban qui était un pays où tout le monde s'entendait bien, du Cambodge qui était le pays de la félicité. Oui, donc on se trouve devant le Tibet. Et puis là, les massacres où les bouddhistes qui étaient tellement pacifiques. Les Rohingyas en Birmanie. Ben voilà, ouais. Donc ce sont les bouddhistes qui font le coup. Donc ouais. en fait, il faut être très 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 prudent, et Madagascar est comme les autres. Hein. Et la particularité de Majunga, c'est pas des gens du coin qui habitent à Majunga.
Et donc ceux qui ont fait qui ont démarré un peu les massacres, en fait, c'était des gens de l'Est et des gens du Sud, qui étaient des travailleurs migrants dans le pays. Oui, interne. Ouais. Vous voyez, et donc c'était tout à fait, c'est vraiment tout à fait particulier cette affaire de Majanga. Oui. Alors l'avenir, est-ce que vous avez autre chose, l'écriture, quelque chose qu'on va attendre pour bientôt? Alors j'ai deux fers au feu. Hein. En ce moment, je m'intéresse aux descendants des Sikhs à La Réunion, cette religion. Vous savez, c'est les turbans orange et jaune là. Donc le descendant des empereurs sikhs, du dernier empereur sikh, est réunionnais. Ah, d'accord. Ils habitent là, il est à Saint-Louis, mais enfin, la famille habitait dans le Haut-de-Piton-Saint-Leu. Ouais, et donc, alors c'est une affaire qui n'est pas très connue. Maintenant, si vous allez... non, je ne connais pas du tout. Écoutez, il y a une tombe au port, une tombe devant le séchoir. Là, il y a devant le séchoir, il y a un cimetière. Oui. Vous descendez, vous prenez à droite, et vous allez tomber sur une grande tombe. Et il y a une plaque qui dit qu'ici, le descendant du Maharaja, etc. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas connues de tout le monde. Donc, ils ont pris contact avec moi pour un peu, justement, populariser ça, pour peut-être écrire un roman là-dessus. Donc, je suis en contact avec la famille. Bien. Et bon, je vais pas parler directement de cet empereur-là ou de ses descendants, mais je vais parler d'une descendante qui est parti faire un voyage pour récupérer un trésor, parce que derrière il y a beaucoup d'argent, hein. Les Sikhs, il y a les pierres précieuses, il y a tout ça. Oui. Oui. Et donc il y a une descendante qui est partie pour récupérer le reste d'un trésor et qui n'est pas rentrée, qui est partie après en Indochine, qui a acheté des hôtels, une chaîne d'hôtels de luxe, et qui est partie après à Nice. Finir en millionnaire, que c'est seulement sur la fin de sa vie qu'il est rentré à La Réunion pour voir ses descendants et distribuer quelques pierres pour ne pas avoir trop d'ennuis avec parce que bon là, voilà. Et donc j'ai envie d'écrire cette histoire-là. Cependant, pour ça, il faut que j'aille en Inde et au Vietnam. Et avec la Covid, je suis un petit peu bloqué. Mais voilà un peu le sujet qui m'intéresse. Je suis en train de lire tout ce qu'il y a sur l'Indochine de l'époque. Et puis il y a beaucoup de gens à La Réunion qui sont liés avec l'Indochine. C'est l'Indochine de Marguerite Duras oui, voilà, c'est cette Indochine-là. Et puis chez nous, le prince Vincent et tout ça, bon. Hein, et en fait aussi, tout un tas de gens. Alors bon, ce sont des descendants de gens qui ont habité là, parce que bon, hein, il n'y a plus de... Oui. Moi, je m'intéresse avant la Seconde Guerre mondiale, donc bon, les gens ne sont plus vivants, mais vous voyez. Oui, mais bon, il y a la suite, et puis on va découvrir sûrement d'autres choses. Là, ça va nous transporter ailleurs, parce que là, déjà, le voyage, il fait envie. Hein, oui, c'est vrai que c'est déjà un très beau voyage. Hein, c'est déjà un très beau... Mais il y a beaucoup de matière. Alors, je ne sais pas encore, peut-être je vais faire comme Pierre Lemaître. Je vais faire plusieurs bouquins, je ne sais pas encore, parce que lui, il vient de mettre, dans son livre, il vient de mettre en valeur Saïgon, etc. Donc, en fait... C'est très curieux, l'Indochine. À part Marguerite Duras et quelques-uns, il y en a assez peu qui se sont intéressés à ça. Oui, c'est vrai que Marie Duras a fait vraiment vivre cette Indochine-là à travers son... Mais comme si on a voulu l'oublier vite, l'Indochine. C'est vrai que... c'est vrai, comme pour Madagascar, la France, que ce soit la France ou d'autres pays, dans leur démarche de colonisation, n'a pas apporté que du bien. Il y a eu des méfaits, il y a eu des massacres, il y a eu des exactions. Donc c'est vrai que si on peut mettre parfois une pierre sur ces moments-là, à Madagascar, il y a eu de vrais massacres. Ah oui. Donc, oui, mais il y a beaucoup de bouquins aussi. Oui. Il y a énormément de livres. Donc, non, c'est vrai, il va falloir se poser la question, pourquoi ? Parce que c'était la colonie la plus riche, hein, et où il y avait quand même beaucoup. Et vous connaissez Christian Vittori ? Oui. Bon, ça, il est d'origine indochinoise aussi. Et donc, c'est lui qui me fournit en bouquin en ce moment sur tout ça. Vous voyez, donc en fait, il y a pas mal de liens. Il y a pas mal de liens entre La Réunion et sans parler évidemment du Vieux Vergès. Hein. Entre autres. Oui, évidemment. On va clore cet échange. D'accord. Merci.
Emmanuelle Jeanbrun, merci pour cet échange. En tout cas, quand vous voulez vous cogner à la porte, elle vous ouvrira. Et on vous recevra avec plaisir. Merci Koussoun Olibou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.